Et je pense qu'il y a cette différence entre la connaissance et l'expérience. Mhm. D'ailleurs, mon dernier livre, c'est sur l'expérience de mort imminente. C'était un livre difficile parce que j'avais pas vécu ça. Et donc, j'ai Ce qui essayé. n'est pas une mauvaise chose, en fait. Non, Bon, la conscience, c'est un concept je sais pas, c'est un de ces concepts qu'on a l'impression de comprendre, peut-être sans vraiment le comprendre. oui, on est peut-être trop paternaliste, hein, je pense. Voilà, je sais ce qui se passe, je prescris que ce soit une pilule, une intervention. Mais à côté de ça, il y a beaucoup d'autres choses qui peut faire et à nous de s'intéresser à ça. Stephen Lorez, ou les Américains diraient Stephen Lorez. Docteur Lorez, bonjour. Bonjour. Merci de cette acceptation d'invitation. C'est très apprécié. J'ai même écrit la phonotype du nom parce que ça fait déjà, je pense, 1 mois que je parle de vous avec l'accent américain. Donc, je vais faire un effort aujourd'hui pour rester là. Donc, médecin, neurologue, associé au Centre hospitalier universitaire de Liège, en Belgique, votre lieu de naissance. Mais aujourd'hui, on n'est pas en Belgique. Mon accent trahit l'endroit. On est à Québec, en fait, dans la ville de Québec, au Québec. On fait ça simple au Québec. Titulaire de la chaire d'excellence en recherche sur la neuroplasticité, donc une chaire canadienne, une chaire de recherche canadienne, qui fait en sorte que le domaine d'expertise est la neurologie, la conscience, la neuroplasticité, plein de sujets pertinents et intéressants à parler aujourd'hui. Première question, j'ai pris mon globe terrestre. Donc, né ici et envolé après ça jusqu'ici. Et la question est 2 points, pourquoi? Euh, oui, moi je suis flamand. Hein. La Belgique, c'est un peu compliqué. Il y a le nord qui parle le néerlandais. Oui. Et puis j'ai fait ma carrière à l'université de Liège. J'ai étudié à Bruxelles. Mais à Liège, j'ai fondé le Coma Science Group. Donc on étudie le cerveau blessé et comment il peut ou pas récupérer donc cette forme-là de neuroplasticité. Et puis j'ai passé par une période plus difficile, séparation, 3 jeunes enfants, et j'ai rencontré à un TEDx Mathieu Ricard, qui venait parler de la méditation. Moi, je venais parler de la conscience, le coma, qui m'a invité pour une retraite. C'était un nouveau monde, et donc une autre forme de neuroplasticité où ma deuxième conjointe, qui est québécoise, a fait qu'on est maintenant au Centre Cerveau à l'Université Laval pour profiter de cette belle chair et donc de lancer des projets de recherche, pas uniquement sur le cerveau blessé, mais aussi comment nos habitudes de vie vraiment vont impacter notre bien-être mental, et tout ça avec la neuroimagerie. Donc ça, c'est mon domaine d'expertise, de mesurer comment ce cerveau il change tout le temps. Donc, l'amour est la réponse à la question pourquoi est-ce que le déménagement a eu lieu. Et les enfants, donc 3 enfants, et 2 autres enfants qui s'ajoutent, hein, donc 5 enfants au total. Ça, c'est aussi une raison de faire de la Oui, méditation. oui, c'est une excellente raison d'en faire et aussi une très grande question sur moi qui n'ai que 2 enfants. Je me demande quand je devrais méditer. Donc, à 5, je ne peux que deviner que c'est un défi en soi. On fait ce qu'on peut. Ceci étant dit, être dans la pleine conscience avec un enfant de 2 ans, 3 ans, c'est relativement plus facile parce que lui, il vit en conscience beaucoup plus facilement Absolument. que nous. Mais ça, c'est un autre sujet. Et si, restons sur la thématique de l'enfant, si je voulais expliquer à mon plus grand qui a 7 ans, en 2 ou 3 phrases, ce que vous faites dans la vie, comment est-ce qu'on peut résumer ça actuellement? Mais comme neurologue, je vois des patients qui ont des troubles neurologiques. Domaine d'expertise, c'est vraiment soins intensifs, trauma crânien, des problèmes vasculaires, des AVC, Ouais. des personnes qui survivent des arrêts cardiaques, la rééducation après. Et ma casquette de chercheur, c'est essayer de réduire notre ignorance sur ce grand mystère qui est notre univers intérieur, tes pensées, perceptions, émotions, et ça avec toutes les machines possibles et avec pas mal d'équipes sur différents continents. C'est de faire preuve de beaucoup d'humilité que d'utiliser le terme réduire l'ignorance.
Mais en même temps, je pense que c'est un sujet qui est tellement vaste et peu encore connu que c'est peut-être le bon terme à utiliser. Oui, je pense que on n'a pas de théorie qui explique vraiment comment cet objet que j'étudie, que j'apprécie beaucoup, le cerveau, quelque part génère cette subjectivité. Et il va falloir quelques prix Nobel, je pense, avant d'y arriver. C'est comme les autres grandes questions, l'origine de la matière, l'origine de la vie. Donc, plus qu'on l'étudie, plus qu'on se rend compte que il y a encore du boulot. En anglais, j'aime bien l'expression the more you know that you don't know. Ouais. Et plus t'en apprends, plus on se rend compte. Plus on étudie, plus on se rend compte à quel point c'est complexe. Mais on a quand même fait du progrès et c'est important de faire ces recherches. Quand j'ai commencé dans les années 90, c'était encore un sujet tabou. Et ça, je pense, c'est pas bon, un chercheur qui va s'auto-censurer. Donc là, finalement, c'est quand même plus accepté et il y a pas mal de labos maintenant qui vont s'y intéresser parce qu'évidemment, en clinique, on le voit, c'est pas uniquement le coma, c'est la démence, c'est vraiment trop important pour dire non, non, j'y touche pas, c'est trop compliqué. Et là, on parle de conscience. En tout cas, je pense qu'on parle de conscience. Et j'aimerais qu'on en parle dans tous les cas. C'est un concept je sais pas, c'est un de ces concepts qu'on a l'impression de comprendre, peut-être sans vraiment le comprendre. C'est comme moi, j'ai étudié en nutrition, quand on nous pose la question qu'est-ce qu'une calorie? Tout le monde a l'impression de savoir ce qu'est une calorie jusqu'à temps qu'on se fasse poser la question sur qu'est-ce qu'une calorie. La conscience, j'ai quand même fait mes devoirs, là, j'ai lu un peu vos travaux. Entre autres, bon, la conscience, dans mon vocabulaire à moi, la conscience du monde extérieur ou externe. Donc, je vous perçois, je vous entends, bon, qui serait plus un peu frontal, pariétal, occipital. On me corrigerait si je me trompe. Et la conscience du monde intérieur, mon petit discours intérieur, qui serait dans une autre zone du cerveau. Mais si on recommence, en fait, je recule un peu avec la caméra, là, comment est-ce qu'on pourrait déjà définir ce qu'est la conscience? En fait, c'est compliqué tant qu'on n'a pas vraiment une théorie qui explique réellement. Donc, on tourne un peu autour. Si vous allez poser la question à un philosophe, ça va être différent, probablement aussi plus long qu'à un médecin, un neurologue ou un anesthésiste ou un vétérinaire qui travaille avec des animaux ou un informaticien qui va parler d'une intelligence ou conscience artificielle. Donc, comment on fait? On va réduire cette complexité à 2 dimensions en clinique. Je vais évaluer le niveau de conscience. C'est pour le moment là, on se Je voit semble conscient. les yeux grands ouverts. Donc ça, c'est important parce que si on s'endort lors de ce podcast, à un moment, on va plus être conscient de ce qui se passe autour de nous. Ouais. Et puis, il y a le contenu de la conscience. Et déjà, le sommeil est un bel exemple parce qu'il y a aussi le rêve. Donc, on a l'impression, vu de l'extérieur, que cette personne dort est inconsciente. Et pourtant, il peut y avoir cette activité onirique dans le sommeil paradoxal. Donc, ça, c'est plus difficile à évaluer le contenu de la conscience qu'on appelle awareness. Et en clinique, on va poser une question. Serrez-moi la main, fermez les yeux. Pour ceux qui, après un coma, où il y a un patient qui n'ouvre plus jamais les yeux, on ne peut plus le réveiller. Et puis, il y a cette situation très particulière de celui qui se réveille, ouvrant les yeux, mais on dit c'est tout des réflexes. C'est ce qu'on appelait à l'époque état végétatif. C'est un terme que je n'aime pas. On l'a redéfini en éveil non répondant. Donc, c'est plus neutre, plus descriptif. Et donc, c'est là, avec l'équipe, qu'on a démontré qu'on a sous-estimé cette capacité d'un cerveau blessé à avoir encore une activité, une forme de conscience et que la neuroimagerie apporte sa valeur ajoutée. Avec l'identification de ces 2 réseaux de la conscience, monde extérieur plus latéral, c'est pas une région, c'est vraiment un réseau qu'on appelle un global workspace. Et le deuxième, qui est le réseau du monde intérieur, cette petite voix qui me parle, qui est plus à l'intérieur. Et donc ça, c'est utile parce qu'on va pouvoir décoder ce signal qu'on mesure avec l'IRM fonctionnel, avec toutes ces machines, pour essayer de, à nouveau, réduire l'incertitude au niveau du diagnostic. Est-ce qu'il est conscient ou pas et dans quelle mesure est-ce qu'il va récupérer ou pas et développer des nouveaux traitements. Donc, c'est un peu, si je comprends bien, comme si on était à l'étape d'évaluer un peu la quantité de conscience, mais que la qualité ou les nuances de cette conscience-là étaient encore
à définir, là, donc Il y a le contenu de cette conscience-là. beaucoup de boulot et la méthodologie scientifique, c'est faire des mesures, hein. On va confronter ce qu'on pense comprendre avec ce qu'on pense mesurer, ici avec des scanners, mais mon défi, c'est de faire un pont entre la phénoménologie subjective, qu'est-ce que cette personne-là, qu'elle soit dans le coma, ou le sommeil qu'on a étudié, le rêve, la méditation, l'hypnose, la transe, tous ces états modifiés de conscience, les psychédéliques. Donc, c'est pas facile parce que c'est subjectif, hein, par définition, mais je pense que c'est possible et il faut augmenter nos efforts et c'est ça qu'on essaye de faire avec les équipes. Donc, de réussir à cartographier le plus précisément possible et avec des cohortes suffisamment grandes pour que ce ne soit pas de l'étude de cas anecdotique. Oui, oui. Et en même temps, hein, the map is not the territory. Hein, la carte n'est pas la réalité du terrain. Ouais. Et des cohortes, oui, on veut un pouvoir statistique. Et en même temps, on s'intéresse aussi à cette personne-là, à ce moment spécifique, qu'est-ce qu'elle ou il perçoit. Donc, j'ai fait le livre La méditation, c'est bon pour le cerveau avec Mathieu Ricard. Quand il était dans nos machines, c'était un défi de savoir qu'est-ce qu'il pensait, hein, dans ces états de méditation, de contemplation. Donc, c'est ce qu'on appelle la microphénoménologie. On a maintenant des outils pour vraiment décrypter ça le mieux possible et ensuite le confronter avec ces mesures objectives de tous ces scanners, ces machines. Mathieu Ricard. Je rebondis sur ce nom. C'est pas nécessairement connu de tous. Moine bouddhiste qui a passé le plus clair de sa vie en monastère, là, ou j'ai peut-être pas le bon terme, là, mais dans le fond, en tant que moine bouddhiste. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, mais malgré son nom, Mathieu Ricard, on s'attendrait à un nom un peu plus indien. Donc, qui est ce personnage? Alors, et comment cette rencontre a eu lieu? C'est un Français. Il a fait sa thèse de doctorat à l'Institut Pasteur en domaine de la biologie. Et puis, il a fait un sort de postdoc. Il a fait carrière comme bouddhiste. Il est parti en Inde. Le plus long fellowship de l'histoire. Et là, c'est un rockstar. Maintenant, c'est le traducteur du Dalai Lama. Il a fait beaucoup de livres. Et donc, on s'est rencontrés à Paris en 2013 quand il a fait un TEDx et moi aussi. Et puis, cette rencontre où il m'invite pour une retraite. Et puis, après, c'était à moi de l'inviter de son cloître au Népal. Il est venu au labo en Belgique pour passer tous les tests dans toutes nos machines. Et ça, c'est important comme scientifique de voir vraiment l'effet au niveau structurel et fonctionnel du cerveau. Et puis, voilà, ça a fait le livre et des projets qui continuent ici maintenant avec le centre cerveau à Laval. Et j'ai envie de continuer à parler de lui puis de son cerveau éventuellement, mais je suis quand même aussi curieux de savoir comment Steven a vécu, lui, ce voyage au Népal ou cette retraite ou cette immersion, disons, dans ce qui, j'imagine, est un nouveau monde. Là, Absolument, oui, c'est particulier parce que je m'intéresse depuis toujours à l'étude de la conscience. Et donc, pourquoi avoir un peu négligé la méditation? Je raconte dans le livre, j'avais un journaliste quand j'ai défendu ma thèse en 2000 qui me demandait, professeur Lorès, qu'est-ce que vous pensez de la pleine conscience? Et à cette époque-là, parce que qu'est-ce qu'on fait comme chercheur? On va regarder les articles scientifiques. Et je n'étais pas convaincu. Il n'y avait pas encore énormément d'articles scientifiques. Depuis lors, il y a une explosion. Hein. On ne peut plus dire j'y crois pas. C'est vraiment documenté. Juste l'année passée, là, il y a presque 2000 articles sur le sujet. Donc, je me sentais... C'était en fait la première retraite de Mind and Life Europe qui a été créée par un scientifique, Francesco Varela, et le Dalai Lama. Et je me retrouvais là, un endroit en Allemagne incroyable, pieds nus, avec toutes ces robes rouges, là, hein, ces moines bouddhistes comme Mathieu, ils se baladent. Et j'étais en tailleur avec boing, silence. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça tourne en boucle là-haut. Comme un amateur qui se retrouve aux Jeux Olympiques, c'était pas évident, mais j'ai beaucoup appris et apprécié quand même. Et donc, depuis lors, j'ai non seulement avec Mathieu étudié ces experts en méditation, mais j'ai essayé aussi de moi-même faire mon petit parcours. J'étais en Inde, à Sikkim, dans l'Himalaya, pour faire un vipassana. Donc,
c'est 10 jours, Silence. 10 heures par jour. C'est intense, là. En plus, c'est un lieu déconnecté. On voit la montagne, souvent pas parce qu'on est tellement haut qu'on voit que des nuages. Pas toujours l'électricité, chauffage, eau chaude. Donc, c'était très, Retour aux sources. très, oui. Et Pour le puis, dire d'une façon j'organise poétique, en fait. des retraites maintenant. Ça s'appelle Science Meets Experience, pour inviter d'autres personnes à faire voilà, cette découverte, être dans le silence, en effet, et avoir cette forme de gymnastique mentale, parce que finalement, c'est ça la méditation. On peut entraîner son attention. Et, voilà comment je l'ai vécu. Mais à nouveau, on fait ce qu'on peut. Dans le livre, je parle beaucoup de la méditation informelle. C'est ces petits exercices qu'on peut faire quand on est bloqué dans un embouteillage. Quand je vais au boulot avec en Belgique, le métro ou le bus, ou que j'ai un avion qui est en retard, ou au supermarché, j'ai choisi la mauvaise caisse. Tous ces moments perdus où on peut ou bien s'énerver ou bien dire, voilà, c'est un moment, je peux rien changer, je vais faire peu importe ma forme de méditation que je préfère. Au lieu de participer à votre connaissance générale de ce qui se passe sur Facebook ou d'autres plateformes de réseaux sociaux. Oui, parfois se une belle déconnecter alternative. et pas prendre son téléphone, ça peut être une bonne idée. Ouais. Et c'est intéressant aussi parce que finalement, ce que ça veut dire, c'est qu'on a quelqu'un, on a un neurologue, on a quelqu'un qui a vécu dans les hautes études, dans la recherche, et qui tout à coup met le pied finalement du côté vécu expérientiel pour aller vivre, aller goûter à ça. Je pense que ça vient éveiller peut-être, ouvrir des tiroirs qu'on n'avait pas suspectés nécessairement, ou des intérêts, ou c'est une hypothèse, mais Non, tout à fait. J'ai une éducation chrétienne, et puis comme ado, on se pose ces grandes questions, et je discutais avec mes profs, le prêtre, prof de religion, et à un moment ils disent, là, tais-toi, c'est comme ça, hein. Et j'avais plus d'affinité avec ma prof de physique, hein, qui stimulait cette curiosité-là. Donc, j'ai fait mes études à Bruxelles, à l'université libre, qui veut dire athée. Et donc, c'était vraiment cette idée que la science a réponse à toutes les questions. Là, je suis revenu un petit peu, et je pense qu'il y a cette différence entre la connaissance et l'expérience. D'ailleurs, mon dernier livre, c'est sur l'expérience de mort imminente. C'était un livre difficile parce que je n'avais pas vécu ça. Et donc, j'ai essayé. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, en fait. Non. Et en même temps, on a essayé de le reproduire au labo. Ah oui? Et donc, on a fait perdre conscience à des volontaires sains, dans des situations contrôlées, bien évidemment. Okay, manque transitoire d'oxygène. Ce sujet devient tout à coup très intéressant. Ouais. Okay. Et donc, ça, je voulais aussi participer pour vivre l'expérience. Donc, voilà, j'ai fait beaucoup de choses où j'étais assez quand même extrême. Et je pense que c'est important. C'était la même chose pour nos études sur la méditation, sur l'hypnose, sur la transe. C'est des choses que le rêve lucide que j'ai quand même comme chercheur, se limiter à ce que montrent ces cartes, ces résultats de scanner cérébral. Je pense qu'il faut s'intéresser à la phénoménologie subjective et le vivre. Et dans le titre de ce livre-là, il y a le mot spiritualité qui vient automatiquement dans la tête de la plupart des gens, et surtout les gens qui nous écoutent, qui sont souvent professionnels de la santé, qui vient un peu qui devient un antagoniste aux sciences. Et donc, pourquoi utiliser ce terme-là et comment est-ce que vous le percevez ou vous l'utilisez? Donc, c'est la maison d'édition qui a mis le sous-titre Expérience de mort imminente, science et spiritualité. Et en effet, je raconte un peu mon évolution personnelle, là, de quelqu'un très critique, cartésien, analytique, connaissance. Et en même temps, on se rend compte qu'il n'y a peut-être pas la science qui a réponse à tout, qui a l'expérience. Voilà, quand j'ai vu naître mes enfants, je peux l'expliquer d'un point de vue biologique, mais on est juste émerveillé. Et donc, oui, je suis devenu un scientifique un peu plus spirituel, qui pour moi était un mot tabou à l'époque, et maintenant... Et je pense aussi que la spiritualité a donné naissance à des centaines, des milliers d'hypothèses de recherche.
Est-ce qu'on va vivre dans un vécu ou une perception du monde va nous amener un questionnement face à ce qu'on a vécu, on a vu. Et si on est chercheur, qui peut nous amener à établir une hypothèse de recherche et à les valider ou tenter de valider. Des fois, c'est possible de le faire, des fois, ça ne l'est pas avec les technologies d'aujourd'hui. Mais moi, je vois ce lien-là, en tout cas, entre la spiritualité et la science. Absolument. C'est pour ça que c'était formidable de rencontrer Mathieu Ricard. Hein. J'ai dit, c'est un PhD et il est très ouvert d'esprit. C'était pas évident pour lui, hein, quand même, de quitter son cloître et devenir cobaye dans nos machines et de participer vraiment à ces questions de recherche. Après, il ne faut pas le voir uniquement sous l'angle, le réduire au bouddhisme. Ça fait partie de toutes les traditions, y compris autochtones d'ailleurs. C'est ce qu'on veut développer ici avec la chaire d'excellence. Il y a vraiment une belle tradition. Hein. On est un peu déconnecté de ça. Je suis aussi prof invité à Harvard et là, on travaille avec Sadhguru, qui lui, comme yogi, a cette tradition hindoue à lui. Depuis le livre, il y a beaucoup de lecteurs chrétiens, judéo-chrétiens qui me disent nous aussi, on a ces traditions contemplatives. D'ailleurs, là, on a une collaboration avec les Augustines, ici à Québec. Le monastère des Augustines. Donc ça, c'est super. J'attends de regarder là, chez elles, ce que ça donne, parce que finalement, on retrouve la même signature neuronale. Ce qu'on a vu aussi d'ailleurs chez les top athlètes, pour ceux qui disent c'est un peu ésotérique, fluffy. Là, que ce soit les joueurs de hockey à glace ou le NBA ou les champions olympiques qu'on a étudiés, c'est pas uniquement l'entraînement physique, hein, ça se passe là-haut, la différence entre une belle performance ou pas. Donc, chez toutes ces personnes et ces cerveaux extraordinaires, on voit cette capacité à se mettre dans sa bulle, à se... vraiment focalisé à 100%. Que ce soit via la visualisation d'un athlète face à sa future performance, que ce soit à genoux dans une prière, dans un monastère ou via la méditation bouddhiste. Donc, c'est toutes des pratiques, dans le fond, de conscience. Je reprends un terme. Donc, de travail ou d'entraînement de la conscience. Oui. Et c'est malheureusement quelque chose qu'on n'a pas appris à l'école. Hein. Là aussi, on continue trop encore, ici à Québec, au Canada, en Europe, à mettre l'accent sur la connaissance. On a des profs d'activité physique, ça fait partie du cursus école primaire, secondaire, etc. Mais on néglige un peu notre bien-être mental, je pense. Voilà, donc là, on essaye aussi de... demander aux politiciens de changer ça parce qu'il y a des projets pilotes, il y a des données qui montrent vraiment qu'on peut mieux prendre soin de soi, de se reconnecter, comment je me sens, comment est-ce que l'autre se sent et cette forme d'intelligence émotionnelle. Moi, je donne beaucoup de conférences aussi pour le corporate. Eux, ils vont s'y intéresser, mais c'est tout des top universitaires là, avec plein de diplômes et pourtant... ils ne l'ont pas appris et puis après, c'est parfois le burn-out, l'anxiété, l'insomnie, la dépression. Donc, et les enfants, depuis la pandémie encore plus, là, avec l'anxiété, avec une espèce de détachement de leur propre monde intérieur, finalement. Donc, de venir normaliser un peu des émotions, valider des émotions... On l'a vu avec le lockdown, on a peut-être trop parlé du virus uniquement, hein, mais il y avait aussi des conséquences pour toutes les tranches d'âge, pour le bien-être mental, hein, être isolé de ce contact social, on a besoin de ça. L'incertitude, on a d'ailleurs vu avec nos études en neuroimagerie qu'il y avait une différence. Le lockdown a fait qu'on a dû arrêter, bien évidemment. Quand on a repris à faire des mesures de cerveau chez des volontaires sains, on a vu que la ligne de base n'était plus la même. Ce stress chronique lié au Covid, lockdown, a fait qu'il y avait des structures qui sont devenues plus petites, comme l'hippocampe, donc c'est vraiment neurotoxique, d'autres qui sont devenus plus grands, comme l'amygdale, c'est parce qu'on était hyper alerte là. Donc une forme négative de neuroplasticité, heureusement heureusement, c'est plastique. C'est plastique dans les deux sens, et nos habitudes de vie, c'est ça qu'on étudie, vont vraiment impacter cela. Grand rendez-vous manqué. Je fais une parenthèse, puis le but n'étant pas de parler de la COVID aujourd'hui, mais mon opinion qui est très personnelle, qui n'engage que moi, mais un grand rendez-vous manqué pour parler, en fait, des saines habitudes de vie, je trouve. On a eu tout le monde était à la maison, tout le monde était arrivé à l'écran, ça aurait été un beau moment pour, au-delà de diffuser l'information qui devait être diffusée,
Pourquoi pas faire des méditations, des émissions, parler de l'alimentation, parler d'activité physique, parler de toutes sortes de choses qui aident la santé mentale et la santé physique ultimement aussi de toute façon. Fin de l'éditorial. Euh, donc, on a eu parenthèse sur parenthèse, mais c'est parfait, c'est pour ça qu'on est dans un balado. Mathieu Ricard, bon, on a parlé un peu, donc, les athlètes, bon, éventuellement peut-être les sœurs du monastère, Mathieu, Ricard, donc qui ont un profil neurologique qui est différent. Là, on vient de parler de l'amygdale, l'hypophyse, l'hippocampe. Bon, quelles sont les différences qu'on peut voir chez les gens, les athlètes de la conscience, quelle qu'elle soit, et qu'est-ce que ça leur donne de plus en réalité dans la vie quotidienne? Alors pour nous, c'était extraordinaire de pouvoir étudier ces athlètes de l'esprit, que ce soit Mhm. Mathieu Ricard, ces moines bouddhistes qui ont des milliers d'heures de méditation sur le compteur, les athlètes de top niveau. On étudie aussi les astronautes, des entrepreneurs en série. Tout cela nous permet de traduire ça à notre réalité, hein. On n'est pas moine bouddhiste, en tout cas pas moi. Euh, et donc, de bien insister que c'est à la portée de tout le monde, hein. Des programmes comme Mindfulness-Based Stress Reduction, 8 semaines, ça. réduction de stress par la pleine conscience de Ouais, 8 semaines, en ouais. effet, ce que je prescris maintenant comme OK. médecin, ont montré les mêmes effets que ce que je décris dans le livre. Là, il y a des changements. Là, c'est l'hippocampe qui devient plus grand, c'est le cortex singulaire antérieur qui va diriger mon attention, qui va vraiment changer sa densité neuronale. Donc, on voit tous ces changements chez ces grands experts, mais aussi chez vous, moi, quand on commence ces pratiques, Mhm. en fonction évidemment de l'exercice. Pourquoi je fais ça? Quel type de méditation? Ça peut prendre un peu plus de temps pour entraîner l'empathie, la compassion, mais finalement, ça tourne autour de l'attention, hein. Très souvent, on est ailleurs et on peut vraiment voir ça comme une gymnastique mentale, s'entraîner comme on va courir, ben on va avoir des muscles Mhm. dans les jambes. Ici, il faut des machines pour le voir, mais ça se passe Oui. bel et bien. C'est une forme de neuroplasticité. Donc, c'est cellules et ces connexions qui changent. Et une fois qu'on a développé ça, après 8 semaines, ou éventuellement, comme Mathieu Ricard, après des milliers d'heures, de quelle façon ça se concrétise? Donc, moi, je m'imagine, là, hier soir, là, impatient avec les enfants, il y a du bruit, il y a un verre de cassé dans la cuisine. Je sens que mon verre de patience est plus que vide. Il est sec, 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 sec au fond. Donc, est-ce que c'est un exemple que je peux imaginer? Bon, on a quelqu'un qui aurait un peu plus Ah ouais. de self-control en anglais, de contrôle de soi, mais comment est-ce qu'on peut. Comment on pourrait dire, ah oui, cette personne-là a travaillé, ou comment moi, je pourrais le voir dans ma propre vie, c'est quoi les petits signes, ultimement, autre que d'être capable de méditer en soi, parce que méditer, c'est déjà un défi de réussir à contrôler les pensées, de les observer. Bon, il y a tout un Mhm. schéma. Évidemment, si je le fais à répétition, quand je vais le faire, je vais pouvoir valider que, ah oui, c'est vrai que là, j'ai plus de contrôle, je réussis à focaliser davantage, mais une fois que j'ai terminé, quels sont mes autres avantages? Dans le fond, je veux le vendeur, là. Steven le vendeur. Mais donc, ça dépend de vos besoins, hein. Si on est jeune étudiant, si on est en train de travailler pour sa carrière, Mm. ou qu'on est un jeune parent avec des enfants qui dorment pas ou qui nous challenge comme ado, ou qu'on est retraité, Mhm. chaque histoire est différente. Mais s'intéresser à ce qui se passe là-haut, hein, entre nos deux oreilles, où on passe beaucoup de temps, ça mérite peut-être un peu plus de notre attention. Et je constate comme clinicien à ma consultation des patients qui ont ignoré des signaux, hein. Ils avaient mal à la tête, ils avaient des insomnies, une douleur chronique, mal au ventre, et on continue, Mm. jusqu'à un moment, le corps il dit stop. Donc c'est juste une invitation à s'y intéresser. Qu'est-ce que je ressens? Quelles sont mes pensées? Il y a évidemment une réalité qu'on ne peut pas toujours changer. Comme neurologue aux soins intensifs, je sais, c'est des drames là. Mais on peut quand même offrir des outils pour gérer le stress différemment, prendre un peu de distance de ces pensées qui tournent parfois en boucle, de ces émotions. Je suis enragé, je suis triste. Et si on arrive à faire ça, il y a différentes techniques de le faire, donc ça s'apprend. Ça peut prendre une place
le reste de la journée, parce que le but n'est pas d'être sur mon tapis et faire mes 20 minutes là, zen, c'est comment est-ce que je vais le reste de la journée au boulot, avec les enfants, mon partenaire, gérer des Oui. situations. Parfois, ça peut être des défis. Et là, on voit quand même que on peut faire les choses autrement. On ne devient pas des robots, évidemment, hein. Même le Dalai Lama, je l'ai rencontré plusieurs reprises et ça reste un être humain. Hein. Il peut Oui. avoir mal, il peut s'énerver, il peut... Mais c'est intéressant d'apprendre de ces... Ou les athlètes, hein, cette résilience, cette forme de force mentale, oui, c'est quelque chose qui, pour chacun de nous, peut nous servir et on peut le faire à ces petits moments, hein, parce que quand on dit je vais faire ce parcours de 8 semaines, ben, on peut vraiment dire à son entourage que là, je me permets cet investissement, mais après, c'est pas toujours évident de dire ah là, 20 minutes, pardon, je vais méditer. Le matin, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire avec 5 enfants et le boulot et tout le reste. Mais on peut donner quand même une place à ça lors de nos activités de... Ou ces petits moments perdus aussi dont on Absolument. parlait tout à l'heure. Bon, là, je vais avoir une image Dalai Lama énervé là, pour le reste de la journée. J'ai beaucoup de difficulté à me mentaliser cette chose-là, mais j'imagine que ça peut arriver. Peut-être un peu moins que le commun des mortels, par contre. Dans une optique de santé intégrative, qui est le monde dans lequel nous, on évolue chez Humain 360 avec le congrès de la santé intégrative là, qui s'en vient en janvier. Superbe initiative. Merci, merci. Beaucoup de travail, beaucoup de travail. Prenez soin de vous. Oui, oui, tout à fait. Ben, on tente d'être cohérent dans l'exercice. Le but étant de créer, entre autres, en fait, plus de collaboration entre les professions, créer un bassin de connaissances qui est transversal aussi entre les professions. La méditation peut être un outil, mais je serais curieux d'avoir votre vision de l'importance d'un travail collaboratif, interdisciplinaire de ces connaissances-là qui peuvent être partagées entre plusieurs, dans un monde où est-ce que chacun a son carré de sable et il y a beaucoup de protectionnisme. Je pense au détriment, en finalité, je pense au détriment du patient ou du citoyen même qui pourrait bénéficier d'avoir un peu plus de collaboration. Mais bon, là, Absolument. Donc la médecine change. Euh, je, je vois ma mission comme combiner cette connaissance en médecine hyper spécialisée, hyper technologique, euh, qui a peut-être un peu négligé ce rôle du patient, du citoyen en prévention, euh, et ses habitudes de vie, hein. Donc, moi, j'ai appris à faire un diagnostic, à prescrire une pilule, hein. On dort pas bien, ou on a des anxiétés, ou on a mal. Euh, et donc, c'est clair que si je vais bouger, si je vais investir dans un bon sommeil, le contact social, la méditation, la nourriture, mais tout ça va aussi jouer un rôle. Et je pense que cette complémentarité-là, c'est ce qu'on appelle la médecine complémentaire, intégrative, plus holistique, avec les différentes disciplines, hein, des différents professionnels de la santé, médecins, différentes spécialités. Déjà, c'est compliqué parce qu'on regarde tous son organe, on est hyper spécialisé. Les psychologues, les kinés, les kinésiologues, les ergos, les logopèdes, c'est vraiment ce travail d'équipe. Et puis le patient, hein, qui devient quand même de plus en plus... ben, il s'intéresse, il va voir impliqué. Dr Google, il a les Ouais. wearables, hein, le smartphone qui me donne un retour. Est-ce que j'ai fait combien de pas, j'ai fait combien d'exercices, les smartwatches, mon heart rate, ma heart rate variability. Ouais. Et tout ça, c'est très bien. Et je pense que ben, à nous de vraiment faire ce travail d'équipe, comme vous le dites, et aussi d'impliquer évidemment le patient et le citoyen. Et pour ça, le congrès est extraordinaire pour faire passer le message. Oui, et merci, parce que j'aurais dû effectivement mentionner ce point-là. C'est un point central de la santé intégrative que d'avoir le patient au centre de l'intervention, chose qui n'est pas toujours
le cas, on est bon pour prendre en charge le Mhm. patient, mais pour Mhm. outiller le patient à se prendre en charge en Mhm. parallèle. Mhm. C'est pas lui qui va se prescrire lui-même une Mhm. intervention, mais il est capable de faire des choses. Et, Oui, on est peut-être trop paternaliste, hein, je mm, pense. Voilà, je sais ce qui se passe, je prescris que ça soit une pilule, une intervention, mais à côté de ça, il y a beaucoup d'autres choses qu'il peut faire et à nous de s'intéresser à ça. Hein, s'il y a un symptôme, mais que il y a aussi un boss ou un collègue toxique, ben, c'est clair que c'est pas juste l'intervention pharmacologique ou autre qui va faire le travail. Et à nouveau, je pense que beaucoup des patients vont vers ce qu'on appelle la médecine alternative. Je n'aime pas trop ce terme. Il y a mhm. des personnes qui vont prendre le temps, qui vont être à l'écoute. Mais là aussi, il y a des charlatans. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Et Ouais. pour le citoyen, parfois un peu, c'est difficile de savoir encore à qui faire confiance. On a vu avec le Covid quand même une grande méfiance, même Mhm. envers la science, le vaccin. Et c'est beaucoup, beaucoup trop polarisé. Je vois avec le livre sur la méditation des personnes qui viennent me trouver, ah, je suis contre hein, la médication. Et puis d'autres, quand j'en parle, ils disent, ah ben, moi, je ne crois pas dans la méditation. Donc, Mhm. c'est vraiment de mettre les deux ensemble. Et on voit que ça change, mais ça va peut-être prendre encore une ou deux générations de soignants. Il faut que les Ouais. universités aussi changent le cursus et le message à donner. Mais de plus en plus, l'université, en parlant d'université, l'Université Laval, tout près d'ici, en fait, qui a un programme de médecine par le mode de vie, tout récent, ça fait Mhm. 2 ou 3 ans, qui organise d'ailleurs, là, au moment où on enregistre ceci, là, je m'en vais dans une formation de médecine culinaire. Donc, déjà, une journée de médecine culinaire, ces deux mots-là dans une même phrase, c'est déjà Mhm. Mhm. quelque chose, hein, le Mhm. docteur Michel Lucas qui organise ça. Donc, il y a une mouvance. Au Congrès, on va avoir l'Université de Montréal, l'UQAM, l'Université de Laval, l'Université d'Ottawa. Donc, il y a quelque chose qui est là et je pense que le terreau est fertile pour continuer à faire pousser ce type d'intervention-là et de recherche-là. Euh, Avant de conclure, j'ai un sujet, moi, qui m'intéresse personnellement. Et je me suis dit, tant qu'à avoir Steven Lorez avec moi, pourquoi pas poser la question. Euh, Boucard Diouf, connaissez-vous Boucard Diouf? Un humoriste, Mhm. Mhm. animateur Mhm. québécois, sénégalais d'origine. Quelqu'un de très docteur aussi en biologie. Écrit un livre récemment que j'ai pas eu la chance de lire encore, mais qui s'intéresse à l'utilisation de l'intelligence artificielle et à l'impact sur la neuroplasticité ou en tout cas la perte potentielle de facultés cognitives de par la non-utilisation de ces facultés-là. Et le parallèle est fait avec toutes les technologies qu'on avait jusqu'à maintenant qui étaient davantage orientées sur le fait de nous rendre physiquement inactifs. Et bon, la voiture, bon, les exemples se comptent par milliers. Mais là, on a une technologie vraiment disruptive en anglais qui pourrait nous amener à vraiment beaucoup moins utiliser nos facultés cognitives. Donc, je ne m'attends pas à une réponse noire ou blanche parce que c'est trop nouveau, c'est 2023. Là. Donc, c'est très récent, mais quelle serait votre opinion sur ou votre hypothèse tient sur ce qui pourrait se passer avec une utilisation de plus en plus présente de l'IA? Mais là, je suis venu ici avec Waze. Du coup, je fais plus l'effort. Je fais confiance à cette machine qui m'a Ouais, fait d'ailleurs ouais, prendre un d'ailleurs. énorme détour. J'étais un peu en retard. Donc, on devient un peu paresseux. À nous d'utiliser ces technologies euh, de manière intelligente. Hein. C'était bon, historiquement, il y a eu la calculatrice, la radio, télé. On a pensé aussi c'est la fin, on va plus lire, on va devenir bête. Donc oui, on a cette intelligence artificielle, les réseaux, on est hyper connecté. Ça permet plein de belles choses. On utilise le AI et des machine learning depuis maintenant longtemps avec l'équipe. On publie pour analyser ces images. C'est incroyable. Ça aide en clinique. Et en même temps, ça reste pour moi vraiment des algorithmes. Hein. À nouveau, à nous de investir aussi au niveau de l'éducation des jeunes dans ce qui nous rend différents de ces super ordinateurs, AI, robots. Et ça, c'est nos émotions. Hein. Mhm. AI, ChatGPT ne peut pas faire une dépression.
c'est toujours, voilà, là. Il est toujours très content de répondre à nos questions. En tout cas, il fait semblant. Oui, Hein. oui. Mais pour moi, il y a plus de conscience dans une mouche que dans le plus grand des superordinateurs. Donc, il y a pour moi ce besoin de reconnecter avec euh, nos besoins émotionnels, les accepter. Hein. Parfois, on est triste, parfois, on est amoureux. C'est ça qui fait notre humanité. Et c'est ce qu'on a donc un petit peu négligé à se reconnecter avec cela dans ce monde hyper technologique. Après, je suis très, très optimiste. L'optimisme est une obligation morale. On peut l'utiliser de manière intelligente. Les études montrent aussi, hein, les jeunes, ils ont des temps de réaction, ils sont connectés, il y a plein de belles choses. Mais ça change. Donc oui, j'ai un calculateur, ben, je vais apprendre le calcul mental différemment. Mais ça permet quand même de faire des belles choses. Ici, oui, j'ai le GPS et Google Maps et Waze et je vais faire moins attention et donc je vois que mon GPS dans l'hippocampe, là, il va moins se développer. Euh, mais à nouveau, on ne peut pas remettre, je pense, l'horloge en arrière et retourner au Moyen Âge. Je pense que c'est très bien. C'est la clé vers le paradis comme vers l'enfer. Il faut vraiment investir plus dans comment est-ce qu'on veut l'utiliser parce que c'est pas ChatGPT qui sait c'est quoi qui est bien ou mal. Hein. Donc ces grandes questions-là, ben, ça va être à nous et se donner une place et reconnecter aussi avec la nature. On n'en a pas encore parlé, mais je pense que c'est très important. Ici au Canada aussi, comme médecin, on peut prescrire des Presque balades nature. Ouais. et c'est très très beau. C'est clair que ça ne va pas me guérir quand j'ai un cancer au cerveau, mais c'est complémentaire. Donc à côté Ouais. de la chimio, des interventions qui sont parfois très lourdes, profiter, et on a ici de la nature. Ouais. Voilà, c'est la mission de cette médecine intégrative et de la chaire sur la neuroplasticité. Et je suis très heureux d'avoir ces différentes disciplines qui vont s'y intéresser et à nouveau, euh, euh, à travers ce balado, impliquer le citoyen et pas uniquement le patient parce qu'il faut beaucoup plus de médecine préventive aussi. Merci, Steven Lorez. J'en retiens que pour cette conclusion, l'intelligence artificielle nous poussera peut-être à se reconnecter à l'humain un peu plus. Donc, Humain 360, le Congrès de la santé intégrative, tout ça est d'une cohérence renversante. Ça a été un plaisir d'échanger aujourd'hui. Merci encore. Merci, prenez soin de vous. Oui, et à bientôt. À bientôt.